Ankabé, faisons la paix. Ankabé est une nouvelle émission de Radio Clédou qui parle de paix, de pardon, de justice et réconciliation. La paix au cœur du développement, la justice dans l'équité, en un mot, la réconciliation pour un bonheur commun. Ankabé, faisons la paix, une coproduction de l'Union africaine, la coopération suisse en collaboration avec Radio Clédou. Ankabé est une émission hebdomadaire qui se passe tous les samedis sur Radio Clédou entre 15h et 16h. Ankabé ou Faisons la paix est une nouvelle émission de Radio Clédou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la 101.2 et l'ensemble de notre réseau à Kaye, Sikasso, Koulikoro, Ségou et Mopti et sur internet www.info.mali.com. Vous captez la 101.2. L'émission s'appelle Ankabé, faisons la paix. L'actualité oblige, nous allons parler aujourd'hui d'Ebola, la réponse du Mali face à cette épidémie. Et en seconde partie de cette émission, nous allons aborder les pourparlers d'Alger, les consultations qui ont débuté à l'intérieur du pays, les ministres qui voient l'assaut de nos populations pour recenser leurs préoccupations par rapport à ces documents de synthèse proposés qui n'est pas un accord, il faut bien le préciser. Ousmane Ouele Diallo est à la mise en onde au microphone pour la présentation Kassim Traoré. Notre invité est le ministre des journalistes, il est aussi le ministre de la communication, de l'économie numérique, Mahamadou Kamara. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Kassim. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, merci à vous de m'avoir invité. Alors, pour la première fois, je l'ai dit aussi, l'invité a venu avant le journaliste sur la région Clédou à cause de la défaite des Aigles, je le précise bien. Ousmane, on va de votre côté pour revenir dans le studio Djelibaba Sissoko pour cette émission tant attendue aujourd'hui par nos auditeurs. Encore une fois de plus, merci de renouveler votre confiance à la 101.2. Nous sommes à Babako, nous émettons depuis la cité du Niger. Le Mali face à Ebola, les mesures adoptées par le gouvernement, l'enquête ouverte suite à l'enregistrement du deuxième cas d'Ebola à la polyclinique Pasteur et les pourparlers d'Alger seront au menu de notre émission qui a comme invité aujourd'hui Mahamadou Kamara, ministre de l'économie numérique, de la communication et de l'information. Monsieur le ministre, je vais commencer par les journalistes. Aujourd'hui, la presse vient de lire un nouveau président à la maison de la presse, la personne de Dramana Alou Kone. Quel est votre avis sur cette assemblée générale? Je pense qu'il est toujours important dans un pays qui a vocation à développer encore ces médias, il y ait des associations fêtières qui puissent les regrouper. C'est le cas de la Maison de la Presse. Je voudrais saluer l'élection brillante de notre confrère Dramana Lukone, à qui je souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle mission. Je voudrais en profiter aussi pour saluer le président sortant, le Makan Kone, qui a présidé aux destinées de la Maison de la Presse pendant plusieurs années, qui a réussi à monter de nombreux projets, et j'espère que son successeur va pouvoir reprendre le flambeau et aller encore plus loin. En tout cas, je peux garantir qu'il bénéficiera de l'accompagnement de l'État et du département de tutelle que nous sommes. C'est une nouvelle équipe va travailler sous votre direction, on le sait, mais quelle sera votre priorité par rapport à la Maison de la Presse? Notre priorité, ce sera qu'elle contribue à accompagner l'État dans sa volonté de professionnaliser le secteur de la presse au Mali.
Nous avons entrepris de nombreux chantiers dans ce sens-là. Vous avez entendu parler de la HAC, je crois que j'en ai parlé il y a quelques mois sur ce même plateau, Haute Autorité de la Communication, qui va réguler le secteur. Les journalistes de leur côté aussi ont pris des initiatives, notamment la relance de l'Observatoire de la déontologie de la presse, qui va bientôt se remettre sur pied et que l'État va accompagner toujours pour professionnaliser le métier de journaliste. Il y a aussi cette loi sur la presse qui est en cours de relecture, dans laquelle nous allons intégrer des éléments qui permettront aux entreprises de presse de se développer, aux entreprises de presse de créer des emplois, de générer de revenus et de devenir de véritables groupes de presse privés puissants qui soient multimédia, journaux, radio, télévision, etc. Nous voulons aussi accompagner les journalistes. C'est pourquoi le gouvernement ouvre cette année l'école supérieure de journalistes de Bamako, qui aura une première promotion de 25 éléments, 25 étudiants recrutés sur concours après le bac. Et dans les années à venir, cette école va former des journalistes en formation continue. Voilà, nous avons beaucoup d'ambition pour ce secteur. Vous le savez, moi-même, je suis journaliste et je souhaiterais que pendant cette période où je suis le chef de ce département, que l'on puisse permettre à nos organes de presse de se développer. Dernier point sur la question, l'aide à la presse. Vous savez, chaque année, le gouvernement fait un effort pour accompagner les organes de presse. Ce sera également le cas cette année. Nous sommes en train de redéfinir les critères et justement en collaboration avec la Maison de la Presse. C'est donc cela que nous attendons de ce nouveau bureau, qu'il soit en étroite collaboration avec l'État pour nous aider à conduire les chantiers qui vont permettre au secteur de se développer. Alors nous venons maintenant au premier point de notre émission. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe l'opinion publique nationale et internationale que ses services ont mené ces 72 heures des investigations suite au décès du vieux Guinéen reçu en traitement dans une clinique privée de Bamako et dont le corps a été rapatrié pour être enterré en Guinée. À la date d'aujourd'hui, la situation se présente comme suit. Échantillons testés au laboratoire, 6 dont 4 positifs, tous liés aux vieux patients décédés à la clinique privée et 2 négatifs sans rapport avec les cas de la clinique privée. Sur les 4 autres cas positifs, 3 sont décédés et 1 est en traitement par des services spécialisés. Personnes contactées, suivies et par les services de santé, plus de 256, tous mis en observation pour contrôle sanitaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec des personnes déclarées positives à se faire identifier pour contrôle sanitaire en appelant au 80 00 89 89, 80 00 88 88, 80 00 77 77. Monsieur le ministre, est-ce que c'est la situation actuelle aujourd'hui? Absolument. Ce que vous venez de lire, c'est le communiqué qui a été publié par le ministère de la Santé à la date d'hier. Donc nous étions le jeudi 14 novembre. Le gouvernement a fait le choix de la transparence. Le gouvernement a fait le choix de publier chaque jour un communiqué qui fait état de manière précise de la situation. Parce que vous le savez comment, il y a beaucoup de rumeurs qui se baladent, les uns et les autres en rajoutent parfois. Le président a même parlé hier de Radio Cancan. Nous estimons que dans le cadre d'une épidémie, d'une maladie comme celle-là, il est important que l'information soit circonscrite et que les journalistes, nos confrères, ne relaient que l'information officielle. C'est pourquoi nous avons réuni hier les représentants des associations des médias présents au Mali, la CEP, l'URTEL, également les médias en ligne, mais aussi la presse internationale, pour leur dire que le gouvernement allait leur donner les informations chaque jour, de manière quotidienne, et que nous souhaitions que ce ne soit uniquement ces informations qui soient véhiculées, et non pas l'information de la rue, qui peut entraîner la psychose, la panique, alors qu'il n'y a pas lieu. C'est vrai que cette maladie est grave, c'est vrai qu'elle est présente au Mali, il ne faut surtout pas banaliser les faits, mais nous ne voulons pas non plus aller vers une dramatisation qui entraînerait d'autres conséquences. Alors, vous l'avez dit, le gouvernement veut aller dans la transparence. On sait que tout est parti du second cas enregistré au niveau de la clinique Pasteur, même si le gouvernement ne veut pas dire qu'il parle d'une clinique privée. Aujourd'hui, quelles sont les mesures adoptées au niveau de cette clinique? Alors, dès lors qu'il a été constaté qu'il y avait un cas Ebola dans cette clinique, la clinique a été mise en quarantaine. Elle a été mise en quarantaine et elle a été désinfectée. Les équipes du gouvernement ont passé des heures et des heures de nuit à désinfecter chaque recoin de cette clinique, aussi bien les instruments que les draps,
le mobilier sanitaire et l'ensemble des personnes mises en quarantaine ont été suivies et sont testées régulièrement. C'est ce qu'on appelle les personnes en contact, les personnes qui ont été en contact avec ceux qui ont été malades, qui sont en tout au nombre de 256, dont certaines dans la clinique Pasteur, qui est encore à ce jour en quarantaine pour une durée de 21 jours. Car comme vous le savez, la période maximale d'incubation de la maladie, c'est 21 jours. C'est donc au-delà de 21 jours qu'on peut dire vous n'avez pas développé la maladie et qu'à ce moment-là, on peut vous libérer, que vous puissiez vaquer à vos occupations. Mais pour le moment, la clinique Pasteur est en quarantaine et les gens, ils sont confinés, surveillés, ils sont nourris par le gouvernement et régulièrement, nous avons de leurs nouvelles. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit pas ces dispositifs au niveau de la clinique? On dirait que la clinique continue à fonctionner. Absolument pas. Je peux vous garantir que dès lors que le cas a été révélé, la clinique a été mise en quarantaine, personne ne sort, personne ne rentre. Il s'agit d'une question de santé, de sûreté nationale. On ne peut pas s'amuser avec cela. Donc il y a des forces de l'ordre qui sont présentes. Vous le savez également, dans ces cliniques sont présents des personnels de la MINUSMA, des personnels militaires, et donc la MINUSMA nous aide. Voilà, une vingtaine, absolument. La MINUSMA nous aide donc également à sécuriser les lieux où, encore une fois, personne ne sort, personne ne rentre. On a parlé ces dernières heures aussi d'ouverture d'une enquête. Est-ce que ça ne sera pas comme les autres enquêtes qu'on a l'habitude d'entendre quand il y a des événements au Mali, une enquête a été ouverte? Est-ce que ça sera une vraie enquête cette fois-ci? Oui, moi je pense que, vous savez, ce qui s'est passé est grave. Je ne veux pas en rajouter, je ne veux pas accabler les gens, mais ce qui s'est passé est grave. Par conséquent, il est normal que on puisse tirer les leçons de cela, que les responsabilités soient fixées et que l'on puisse éviter que cela se reproduise. Donc au niveau sanitaire, les choses ont été mises en place, j'ai expliqué. Maintenant, il y a l'aspect judiciaire qui va entrer en œuvre. Mais pour le moment, la priorité du gouvernement, c'est vraiment de contenir la maladie, de faire en sorte qu'elle ne se propage pas davantage pour créer d'autres cas. Mais comment ça va se faire, l'aspect juridique? Est-ce qu'il y aura une enquête qui sera dirigée par un magistrat ou c'est la police ou la gendarmerie qui va mener les enquêtes? Bon, en général, lorsqu'il y a enquête, il faut qu'il y ait dépôt de plainte. En général, ça se passe comme ça. Je parle sous le contrôle des juristes, je suis pas un expert en la matière, mais je pense que ça commence par ça. Ensuite, il y a la police judiciaire qui entre en jeu, etc., etc. Voilà. Mais vous serez édifiés dans les jours qui viennent. Non, monsieur le ministre, beaucoup de gens pointent du doigt la frontière avec la Guinée. Certains vont jusqu'à demander la fermeture de cette frontière. Kouré-Malé, certes, il y a deux Kouré-Malé, Mali, Kouré-Malé, Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas renforcer? Parce qu'on a vu que même avec le décès de la fillette de Caille, il n'y a pas eu de dispositif exceptionnel à ce niveau. Si, il y a eu vous savez, le cas Ebola a commencé en Afrique de l'Ouest, en Guinée précisément, le 21 mars. C'est dans la nuit du 21 au 22 mars que ils ont eu leur cas, et le 22 mars, le président Alpha Condé a dit que la maladie était présente dans ce pays. C'est le 23 mars, c'est-à-dire le lendemain, que le gouvernement du Mali s'est réuni afin de mettre en place le dispositif nécessaire pour contenir la maladie, éviter qu'elle ne se propage à notre pays, et ce, en conformité avec les règles édictées par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et je veux rappeler que il y a quelques jours, l'OMS ainsi que le gouvernement des États-Unis ont salué le dispositif malien en disant qu'il était l'un des plus structurés, l'un des plus performants. C'est d'ailleurs cela qui a permis de contenir la maladie à Caille suite au décès de la fillette. Vous le savez, aucune autre victime n'a pu se révéler. Ça veut dire que notre système, notre dispositif a bien fonctionné. Maintenant, pour revenir à la frontière, je dirais que il y avait des contrôles qui, dès lors que la maladie est apparue chez notre voisin, ont été mis en place. Ces contrôles ont été renforcés dès lors qu'il y a eu le premier cas à Caille et à nouveau lorsqu'il y a ce cas à Bamako. Mais vous savez, fermer la frontière, c'est pas une solution. Vous ne pourrez jamais empêcher les gens de traverser. Vous avez dit Kouré-Malé Guinée, Kouré-Malé Mali, mais c'est le même village. Ouais. Simplement qu'au moment de l'établissement des frontières, on a coupé en deux. Vous avez des pères de famille qui ont plusieurs épouses, dont l'une est présente côté malien, l'autre côté guinéen. Donc, comment vous allez faire? Par ailleurs, il n'y a pas que Kouré-Malé comme lieu de passage entre le Mali et la Guinée. Donc si vous fermez, vous prenez le risque que les gens passent par des voies détournées et que vous ne puissiez pas les contrôler. C'est pourquoi nous préférons maintenir la frontière ouverte et muscler les contrôles à la frontière, les rendre, je dirais, insurmontables pour que l'on puisse contrôler l'état de santé des gens à travers la température, à travers d'autres signes visibles, et que dès lors qu'il y a un cas suspect, une suspicion qui est révélée, que l'on puisse mettre en œuvre le dispositif, à savoir isoler la personne, approfondir les tests
et faire en sorte qu'elle ne puisse pas propager la maladie à d'autres. Mais jusqu'à présent, quand même, vous serez d'accord avec nous qu'il n'y a pas un dispositif particulier au niveau de l'autogare de Djikroni, là où les taxis partent sur la Guinée. Alors justement, vous savez, nous travaillons beaucoup avec les transporteurs. Vous avez peut-être regardé les émissions cette semaine qui ont été diffusées sur le thème. À chaque fois, il y avait un représentant des transporteurs du Mali qui était présent, parce que justement, nous savons que la voie du transport routier est un moyen de propagation de la maladie. Je reviens sur la frontière. Dès lors que le contrôle est effectif et fonctionne à la frontière, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour les cars qui arrivent à Djikroni, parce que pour arriver jusque-là, ils seront forcément passés par la frontière. Cela dit, nous demandons à chaque transporteur, à chaque patron de transport de faire le nécessaire pour que les gens puissent observer les mesures d'hygiène avant de prendre le car, avant d'en descendre, à savoir se laver les mains avec du savon et aussi utiliser les gels antiseptiques. Nous leur avons demandé également de faire remplir un formulaire afin que l'on puisse tracer les gens, savoir qui a pris tel car, qui a fait tel trajet, quel jour, quelle heure, quel moment. Cela nous permettrait, au cas où il devait y avoir un autre cas, de pouvoir rapidement repérer les gens qui ont été mis en contact, les prévenir et leur demander de venir se faire tester. Alors, monsieur le ministre, on voit quand même que le Mali, pour ne pas dire le gouvernement, a traîné les pas, parce que il a fallu des cas de la fillette pour qu'on voit un premier arsenal développé par le Premier ministre. C'est le chef de l'État maintenant qui est monté au créneau. Est-ce qu'au fur et à mesure, on voit avec les cas que l'État va renforcer sa capacité de protection? Mais bien sûr, mais je peux pas vous laisser dire que l'État a traîné les pas. Je vous ai dit, la maladie est apparue le 22 mars en Guinée. Le lendemain, l'État malien s'est réuni et a mis en œuvre son dispositif. Dispositif qui a été salué par les autorités sanitaires mondiales. Et ça, il faut bien le dire. Le dispositif malien fonctionne. C'est d'ailleurs ça qui nous a permis de repérer le cas de la fillette de Caille et de circonscrire la maladie. Personne d'autre n'a été contaminé suite à ce cas-là. Donc ça veut dire que le dispositif fonctionne. Cela dit, il y a des défaillances humaines. C'est ce qui s'est passé dans le cas de la clinique privée. Et l'État prend les choses en main pour circonscrire encore une fois. Je veux vous dire qu'il y a il y a un protocole de l'OMS que nous appliquons scrupuleusement, avec différents paliers. Il est normal que lorsque vous n'avez pas de cas, vous ayez un système. Lorsque vous avez un cas, voire plusieurs cas révélés, vous changez de dimension et votre système de réponse, votre riposte, doit s'adapter à cette nouvelle situation. C'est pourquoi vous avez vu le Premier ministre s'impliquer, c'est pourquoi vous avez vu le président s'impliquer. Effectivement, c'est devenu une grande cause nationale. La lutte contre Ebola est devenue une cause nationale parce qu'elle met en danger la vie des Maliens. C'est une maladie qui est grave, dont on peut mourir, mais c'est une maladie qui n'est pas une fatalité, dont on peut guérir et surtout dont on peut se préserver. Pour se préserver, il faut évidemment observer les mesures de prévention, à savoir l'hygiène, se laver les mains régulièrement avec du savon, plusieurs fois par jour, éviter le contact avec les cas qui sont suspects, éviter d'aller dans des endroits où vous serez mêlé à la foule avec une multitude de gens dont vous ne savez pas l'origine, dont vous ne savez pas ce qu'ils ont ou pas. Voilà. Il nous faut une mobilisation générale. Il est nécessaire que chacun, dans sa famille, dans son quartier, dans sa communauté, dans sa mosquée, dans son église, prenne conscience de cela et que chacun véhicule les messages de prévention, que chacun en appelle à la responsabilité. Aujourd'hui, nous en sommes là. C'est le message que le chef de l'État a voulu donner hier. Alors, au-delà de tout ce qu'on a vu, il y aura quoi de nouveau en matière de dispositifs pour la protection des populations? Ce que j'essaie de dire, c'est que la protection, c'est nous-mêmes. C'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous devons adopter des comportements différents. J'étais heureux en arrivant dans votre studio de voir que il y avait une pancarte, lavez-vous les mains avant d'entrer. C'est très bien. Et il y avait du gel antiseptique. J'ai aperçu aussi du savon. Voilà ce genre de gestes qu'il faut essayer de reproduire. Il faut que chacun dans les administrations, dans les entreprises privées, dans les écoles, dans les regroupements, dans les salles de spectacle, que chacun puisse adopter ces comportements-là. Voilà à quel niveau chaque citoyen doit intervenir. Pour ce qui est de l'État, encore une fois, il doit sécuriser les frontières, renforcer les contrôles, et il doit avoir un dispositif sanitaire qui permette, dès lors qu'un cas serait révélé, de pouvoir le prendre en charge, l'isoler, le traiter. C'est ce qui est fait actuellement. Alors, la difficulté majeure, si on peut le dire aujourd'hui, face à Ebola, c'est la rumeur. Absolument. On ne pas dire les rumeurs. On entend, ça vient de partout. Et souvent, nous-mêmes, on est dépassés
face à ce qu'on apprend. Mais aujourd'hui, nous, notre responsabilité aussi, pas de responsabilité en tant que communicateur est là-dedans. Vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous avez dit aux journalistes hier? Alors, je leur ai dit que dans un moment comme celui-là, il était important que l'État leur parle, leur adresse un message. Je leur ai rappelé notre dernière rencontre de ce même format, qui datait du mois de mai 2014, suite aux événements malheureux de Kidal. J'avais souhaité à ce moment-là réunir les journalistes, en tout cas les représentants des organes de presse, pour leur dire que nous étions en urgence nationale, qu'il était important que dans les messages qui sont véhiculés sur les médias, on puisse faire acte de sens de la responsabilité. C'est exactement la même chose que je leur ai dit hier, soyons responsables. J'ai demandé à ce que les médias cessent de véhiculer la rumeur. J'ai demandé à ce que, avant de balancer, d'envoyer une information à la radio, sur les sites internet, dans les journaux, que l'on fasse en sorte de la vérifier. La vérifier auprès de qui? La vérifier auprès de ceux qui sont habilités à donner l'information parce qu'ils ont l'exactitude de l'information. Il s'agit en l'occurrence du ministère de la Santé. Vous savez, nous avons un centre de coordination qui est dirigé par le professeur Sambasso, sous la direction du ministre de la Santé Ousmane Kone, qui fonctionne bien. Eux ont l'information au jour le jour. Vous savez, le professeur So nous expliquait hier qu'il avait entendu, on l'avait appelé pour dire que tel réparateur de téléphone était mort d'Ebola. Il se trouve que ce même réparateur était en face de lui. Et dès lors, après avoir accroché, il lui a dit, voilà, il lui a dit, mais il paraît que tu es mort. Il dit, ben non, mais je suis bien vivant. Voilà, c'est pour vous dire que la rumeur va dans tous les sens. Et pour éviter de la propager, il faut que les médias soient responsables. Pour être responsable, avant de communiquer l'information, vérifiez auprès de la coordination qui sera en mesure de vous donner la vraie information. De notre côté, pour que ce partenariat fonctionne avec les médias, nous nous sommes engagés à être le plus transparent, à être le plus précis possible, à délivrer l'information de manière régulière, de manière quotidienne. Tous les jours, vous aurez un bulletin, un communiqué, un point presse quand c'est possible, afin d'édifier l'opinion publique nationale comme internationale sur l'état d'avancée de la maladie, l'état de la riposte, etc. Et c'est le communiqué que vous avez lu au début de cette émission et qui sera mis à jour et diffusé à la fin de cette journée. Alors, pour le cas des écoles, ça préoccupe aujourd'hui les parents. Hier, vous n'êtes pas sans savoir que certains parents, sous les rumeurs, sont partis retirer leurs enfants dans les écoles. Est-ce que les écoles seront fermées ou quelles mesures le gouvernement va prendre? Les écoles ne sont pas fermées. Encore une fois, la maladie est apparue dans d'autres pays avant nous. Il y a quelques années déjà en République démocratique du Congo. Il y a quelques mois en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée. Donc, il y a une expérience en matière de traitement de cette maladie. L'expérience dit quoi? L'expérience dit que lorsque vous fermez les écoles, les enfants sont ailleurs. Ils sont où? Ils sont chez eux. Parfois, ils sont dans la rue. Ils se baladent. Bref, ils sont encore plus exposés. Par conséquent, nous préférons que les élèves restent dans les écoles dans lesquelles vous pouvez justement leur transmettre des messages de prévention, leur dire attention, cette maladie existe, pour l'éviter, lavons-nous les mains au savon. C'est justement quand on est jeune qu'on est le plus perméable à ce genre de messages. C'est là que les professeurs et les instituteurs peuvent éduquer. Par conséquent, nous préférons avoir les élèves dans les écoles plutôt que dans la rue où ils sont potentiellement victimes de contagion. Ça veut dire que les écoles resteront ouvertes. Les écoles restent ouvertes et nous n'avons pas atteint le seuil où il est nécessaire de fermer les écoles. Les frontières aussi? Pareil. Soit nous allons frontières ouvertes, renforcement des contrôles. Nous allons du côté d'Ousmane Ouele Diallo avec une pause musicale avant de revenir dans la deuxième partie de cette émission qui a comme invité aujourd'hui le ministre Mahamadou Kamara, ministre de l'économie numérique, de la communication et de l'information. Touchons pas nos mourants, tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Ebola, Ebola. Ebola, tu es notre ennemi. Si vous vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Et il
y a de l'espoir d'arrêter Ebola. Et confiance au docteur. Ebola, Ebola. Et confiance au docteur. Ebola, Ebola. Et confiance au docteur. 101.2, la radio Clédou, vous suivez l'émission En Cabin, faisons la paix. Il n'y a pas de paix tant qu'on ne vit pas. Faut qu'on se bat aussi contre Ebola d'abord pour qu'on parle de paix. Monsieur le ministre, on sait que aujourd'hui c'est Bamako, après Kaï. Ségou, il y a un cas suspect, on attend. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à nos populations? J'ai à dire qu'il faut rester calme, rester serein. Se dire que cette maladie, elle n'est pas invincible. Cette maladie, on peut la vaincre en observant les mesures de prévention, de précaution. C'est très simple. Ebola, c'est une question d'hygiène. Lorsque vous êtes en contact avec des gens et que vous vous lavez régulièrement les mains au savon, vous tuez le virus si vous l'avez éventuellement attrapé. Il est donc important de se laver les mains au savon. Et dans la mesure des possibilités, d'éviter les contacts avec les cas suspects, avec les gens qui présentent des symptômes type fièvre, diarrhée, écoulement nasal. Voilà. Je veux dire aux populations aujourd'hui, il faut que chacun se mobilise, que chacun véhicule ces messages-là. Dans sa famille, dans son quartier, dans son grain, dans son village, dans sa communauté, que les uns et les autres soient des relais afin que tout le monde sur le territoire soit averti. Parce que, parfois, on a des témoignages de gens qui semblent nous dire « Mais Ebola, là, est-ce que ça existe vraiment ?» Je peux vous assurer qu'Ebola existe. Dans la sous-région, Guinée, Libéria, Sierra Leone, il y a plus de 5000 victimes. C'est quelque chose. Dieu merci au Mali, aujourd'hui nous n'en sommes qu'à 4. Nous espérons circonscrire la maladie pour ne pas augmenter ce nombre-là. Et pour y arriver, il faut réellement une mobilisation générale. Il faut que les uns et les autres prennent leur bâton de pèlerin et aillent dire ce qu'est Ebola, aillent dire que Ebola existe et disent comment on peut vaincre Ebola. C'est ce que d'ailleurs nous avons demandé aux chefs traditionnels, à nos notables, aux chefs religieux qui se sont fait l'écho de ce message-là hier, notamment lors des prêches de la prière du vendredi. Je pense que nos frères chrétiens en feront de même à partir de demain. Nous avons mis en place un dispositif pour qu'il y ait une mobilisation générale, une mobilisation sociale, que tous les corps de la société malienne puissent véhiculer ces messages-là pour qu'ils touchent le maximum de nos concitoyens et que l'on puisse se prémunir contre Ebola. Voilà donc l'appel que je veux dire à nos compatriotes. Il faut rester calme et serein et tout simplement observer les mesures de prudence. Alors, nous allons tous observer la mesure de prudence, chacun au niveau de sa famille. Monsieur le ministre, on va parler pour parler. Il y a un document qui a été sorti, soumis aux deux parties, c'est-à-dire les groupes armés et l'État malien. Un document de synthèse, je le précise encore, ce n'est pas l'accord, ni encore le pré-accord. Mais aujourd'hui, ce document fait l'objet de beaucoup de polémiques. L'État a décidé de prendre le taureau par les cornes. On voit qu'il y a des ministres qui sillonnent partout dans les régions. Quel est le but recherché à travers cet exercice? Le but recherché, c'est d'expliquer ce qu'est le processus dans lequel nous sommes inscrits. Je voudrais rappeler que le processus a démarré au mois de juillet 2014. Une équipe gouvernementale conduite par le ministre des Affaires étrangères, le ministre Abdoulaye Diop, s'est rendue en Alger avec le ministre de la décentralisation de la ville, le ministre de la sécurité, le ministre de la réconciliation nationale et le ministre de l'action sociale, de la solidarité et de la reconstruction des régions nord. Ils ont eu un premier échange, c'est ce qu'on a appelé Alger phase 1. L'objectif de cette phase 1 était d'aboutir à une feuille de route. Une feuille de route, c'est quoi? C'est un document qui explique comment on va fonctionner. C'est-à-dire le timing, combien de temps on va discuter, qui discute, de quoi on discute. Et c'est là qu'ont été déterminées les 4 thématiques qui sont les questions politiques institutionnelles, les questions de sécurité, les questions de réconciliation, de justice et les questions de développement, de reconstruction. Voilà, la feuille de route consensuelle. C'est ce à quoi aboutit Alger phase 1. Ensuite, il y a eu Alger phase 2 qui a commencé, il me semble, au mois de septembre. Et là, sur la base de la feuille de route, on est entré, si je puis dire, dans le vif du sujet. Les points ont été évoqués. Il y a eu Alger phase 2, première partie, ensuite deuxième partie. Et c'est à l'issue de cette deuxième partie que la médiation qui est conduite par l'Algérie, avec l'appui d'autres pays, notamment les pays de la CEDEAO,
notamment l'organisation de l'Union africaine, plutôt l'Union africaine, l'Union européenne, l'OCI, des pays comme la France. C'est pour vous dire que aujourd'hui, le processus de paix bénéficie de l'accompagnement de tous. Ça n'est pas une discussion entre le Mali et les groupes armés, c'est une discussion entre le Mali et les groupes armés avec l'accompagnement de l'ensemble de la communauté internationale, auquel il faut évidemment ajouter les Nations Unies. Voilà, donc ce document de synthèse a été préparé par la médiation avec des propositions sur les 4 thématiques que j'ai indiquées, et donc le gouvernement est en ce moment en train de vulgariser, d'expliquer ce qu'est ce document de synthèse, et de faire en sorte de recueillir l'avis de nos populations. Parce que il est évident qu'un accord, c'est ce que nous souhaitons au bout du processus, un accord n'a de sens que s'il est compris par ceux pour qui il a été signé. Il est donc important qu'il y ait cette démarche-là. Je rappellerai que jamais au Mali, jamais dans le cadre de processus de paix, d'accords qui ont été signés par le passé, il n'y a eu tel type de démarche. C'est une nouveauté. Nous ne voulons pas signer tout seul dans notre coin. Nous disons, nous sommes mandatés par les Maliens. Est-ce que c'est pas sous la pression des critiques que vous avez essayé de prendre, de corriger un peu, de rectifier les tirs? Pas du tout, mon cher Kassim. J'ai vu qu'il y a eu 2 débats ici sans que le gouvernement ne dise un mot. Alors j'ai écouté vos débats, mais souvenez-vous de la feuille de route consensuelle dont j'ai parlé. Le processus que nous sommes en train de mettre en œuvre, à savoir les échanges avec la société civile, est expliqué dedans. Et c'est la partie gouvernementale qui l'a souhaité. Par conséquent, il est prévu depuis le mois de juillet d'aller au-devant des populations, de les rencontrer, d'expliquer ce qu'est ce processus, d'expliquer les options qui s'offrent à nous, avant d'aller continuer la négociation pour aboutir à un accord. Alors, on voit quand même que le document de synthèse vous avez fait 2 conseils de ministres extraordinaires, mais on n'a pas eu d'écho ni de communiqué. Pourquoi? Parce que ces conseils des ministres extraordinaires avaient pour objectif d'étudier au sein du gouvernement le document de synthèse. Et c'est sur la base de ce qui a été discuté en conseil des ministres extraordinaires que nos collègues vont les uns les autres dans les régions à Bamako pour expliquer. Dès lors qu'il y a une position gouvernementale, on va l'expliquer, la transmettre à nos populations. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas donné son avis par rapport à ce document, parce qu'on a vu que le ministre Diop, dès le lendemain de son retour d'Alger, disait que c'était un bon document. Oui, c'est ça que j'essaie d'expliquer justement. Notre avis. Mais est-ce que la consultation à la base aujourd'hui ne remet pas en cause cette affirmation? Pas du tout. Nous avons notre point de vue. Nous estimons que la plupart des points évoqués dans ce document le sont sur la base des propositions qui étaient celles du gouvernement du Mali. Il y a des choses qui sont en majorité positives, il y a des choses que nous aimons moins et qui seront discutées. Simplement, avant d'aller discuter, il est normal qu'on recueille aussi l'avis de nos compatriotes, de nos populations, parce que c'est pour eux, c'est en leur nom qu'on va aller signer cet accord. Il est donc normal qu'ils participent, et c'est suite à la synthèse de tous ces éléments que le gouvernement pourra aller négocier à Alger. L'étape de Kidal va se passer comment? Parce qu'on a vu qu'il y a, dans la programmation, on voit toutes les régions, mais on ne voit pas Kidal. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas l'étape de Kidal? Alors vous savez que la situation sur le terrain est assez compliquée là-bas. Il est donc difficile pour le gouvernement de se déployer dans cette région-là pour aller échanger. Simplement, je peux dire qu'il y a des notabilités qui viendront des régions du nord du pays pour la séquence de Bamako et qui vont venir partager ici à Bamako et ensuite retourner pour livrer les éléments aux populations de Kidal. Et pourquoi vous ne faites pas comme les gens de Miss ORTM qui ont eu quand même l'audace d'organiser l'élection Miss ORTM Kidal à Koutiala? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Des gens des régions du Nord viendront à Bamako. Pas et Kidal. Kidal est une région du Nord du Mali. Non, mais puisque la délégation gouvernementale sera à Tombouctou, il y aura une délégation à Gao, les gens de Kidal, on sait que l'administration de Kidal travaille à Bamako. Ils peuvent les réunir ici. Oui, mais c'est ce que je dis. Il y a un atelier qui commence lundi. Avec la région de Kidal. Avec des éléments qui viennent de Kidal. Comment ça va se passer? L'atelier comme ce qu'on voit à la télé maintenant? C'est des rencontres. Il y a une séance plénière et ensuite les gens vont travailler en atelier. Ils vont confronter leurs idées sur la base du document de synthèse. Ils vont en sortir une synthèse de laquelle le gouvernement va s'inspirer avant de faire le point et de retourner. Il y aura une synthèse générale des différentes étapes à Bamako ici avant Alger?
Oui, c'est ça le travail que nous faisons. Nous écoutons nos citoyens sur le terrain, dans toutes les régions du Mali. Nous recueillons leurs avis. Il en est fait une synthèse qui va aider le gouvernement dans le cadre de la négociation à venir. Et quand on aura le préaccord, est-ce que les populations auront droit à donner leur avis avant la signature de l'accord, ou bien c'est déjà fini? Alors, l'avis des populations aura été justement pris au cours de cette étape dans laquelle nous sommes. Voilà, on peut pas à chaque fois aller faire des allers-retours. Je pense que l'avis des populations sera pris, sera synthétisé et utilisé par le gouvernement pour la négociation à venir. Ça veut dire qu'à partir du 20, si on retourne à Alger, c'est pour les préaccords. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Nous souhaitons que l'accord intervienne dans les prochaines semaines. Avant la fin de l'année? Ce serait souhaitable. Alors, monsieur le ministre, on voit qu'il y a beaucoup de, par rapport au pourparlers, par rapport même à Alger, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints à un moment donné, certains n'étaient pas d'accord avec le document de synthèse. Aujourd'hui, le gouvernement est en train d'aller vers les populations, ceux qui sont les véritables concernés, recensés, que ce soit au nord ou au sud. Cet exercice n'était pas préférable avant même Alger, l'ouverture des négociations? Mais il y a eu tout ça. Je vous rappelle que le président a été élu au mois d'août. Il a été investi en septembre. Et dès le mois d'octobre, le gouvernement a organisé les assises nationales sur le Nord. Qu'est-ce que c'était ces assises? C'était une rencontre qui a réuni l'ensemble des personnes concernées par la question, qui sont venues de toutes les régions du pays et qui ont discuté pendant plusieurs jours sur l'avenir du pays. Ils ont parlé de ce qui a été fait par le passé, des accords, et ils en ont tiré un bilan. Ils ont tracé les perspectives de ce qui pourrait être fait dans le futur pour que ça ne se reproduise plus, pour que le Mali se développe de manière harmonieuse sur l'ensemble de son territoire. Il y a eu ces assises qui se sont ensuite délocalisées dans les régions du Nord. Il y a eu de la matière. Il y a eu aussi, vous le savez, les états généraux sur la décentralisation, qui ont permis aussi de poser les jalons d'une future régionalisation au Mali. Et c'est donc tous ces éléments dont le gouvernement s'est emparé au moment où il a démarré le processus d'Alger. Mais malgré tout, il y a des pièges dans le document de synthèse. J'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont positives, il y a aussi des points qui ne nous plaisent pas, sur lesquels nous allons négocier. Vous pouvez nous citer des points qui vous donnent satisfaction? Bon, je préfère pas, comme je vous l'ai dit avant le démarrage de cette émission, rentrer dans le détail, parce que il y a des ministres qui sont en charge de la question, et ils sont mieux habilités que moi à s'exprimer sur la question. Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement respecte les grandes lignes qui ont été dictées par la synthèse, respecte les grandes lignes dictées par le président de la République, à savoir pas d'autonomie, pas de fédéralisme. Dans le cadre de cela, on peut échanger, discuter pour qu'il y ait une réorganisation territoriale, pour que les choses évoluent, mais toujours dans le sens de maintenir l'unicité de l'État, la laïcité de l'État et l'intégrité territoriale. Voilà, donc la synthèse garantit tout cela. Maintenant, il y a, comme vous l'avez dit, sans doute des pièges que nous allons éviter, Inch'Allah. Ousmane, nous allons de votre côté, avant de revenir pour la dernière partie de cette émission, rappelant tout simplement à nos auditeurs que notre invité du jour est le ministre Mahamadou Kamara, ministre de l'économie numérique, de la communication et de l'information. Vous suivez la radio Clédou, l'émission s'appelle Ankabin, faisons la paix. L'invité Mahamadou Kamara, ministre de la communication, de l'information. Je devais commencer par l'économie numérique. Malheureusement, les journalistes aiment dire tout simplement ministre de la communication. Et les restes, ils gardent. Monsieur le ministre, on sait quand même que cette semaine a été un peu mouvementée. Il y a eu des rumeurs sur le départ du Premier ministre, supposé,
les rumeurs supposées sur le départ du Premier ministre. Et le gouvernement n'a pas dit grand-chose, on voit que les choses continuent. Est-ce à dire que c'était des rumeurs simplement? Oui, c'était simplement des rumeurs. On l'a évoqué concernant Ebola, il y a beaucoup trop de rumeurs qui sont malheureusement relayées par nos médias. Alors qu'ils ont accès à l'information. J'ai toujours dit à nos confrères journalistes, moi je suis disponible pour donner l'information. C'était évidemment des rumeurs, sinon je ne serais pas là en face de vous en train de répondre à vos questions. Mais comme le disent les Français, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Est-ce qu'il n'y avait pas de petits problèmes parce qu'on n'a pas vu le Premier ministre à l'aéroport, accueillir le président de la République? Non, mais je pense que sur la question de l'accueil du Premier ministre, enfin du président par le Premier ministre, il a lui-même répondu. Voilà, il y a eu un problème d'agenda, c'est tout. Rien de mal à ça. Vous savez, le président est un homme qui, lorsqu'il a conviction, prend les décisions appropriées. Donc, s'il estimait qu'il devait changer l'équipe gouvernementale, il le fera, sans attendre. Donc, voilà, je pense que chacun doit rester serein. L'ensemble des membres du gouvernement sont à la tâche. Aujourd'hui, nous faisons face à une menace qui est le virus Ebola. Nous avons un challenge, un défi qui est un accord de paix dans les meilleurs délais. Et il y a aussi les grands chantiers du développement. Nous avons été élus, le chef de l'État a été élu pour améliorer le quotidien des Maliens. Donc c'est de tout ça dont nous devons nous occuper. Moi, je pense que les rumeurs, tout ça là, ne doivent pas nous détourner de notre objectif. Il est important que nous restions concentrés pour réussir et développer notre pays. Vous ne pensez pas que souvent il faut lever les effigies par rapport à cette situation? La démission du Premier ministre annoncée 72 heures, le gouvernement ne dit rien. Est-ce que ça ne laisse pas un peu perplexe la population? Non, parce que vous nous voyez travailler, vous nous voyez à l'œuvre. On est là, vous couvrez nos activités, donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de démission, qu'il n'y a pas de remaniement. Nous travaillons, nous sommes sur le pont. Alors, l'autre affaire qui secoue aujourd'hui le gouvernement malien, c'est la surfacturation, le problème de l'achat de l'avion présidentiel. À quoi on peut s'en tenir après les 2 rapports aujourd'hui? Bon, vous avez lu les rapports. Les rapports disent qu'il y aurait eu des irrégularités. Les rapports ont été transmis à la justice. Par conséquent, il est important que chacun garde son calme, reste serein. La justice va faire son travail. Je veux rappeler simplement que ces rapports ont été demandés par le président de la République, qui a instruit au Premier ministre de saisir le bureau du vérificateur général et la Cour suprême afin qu'ils fassent des rapports sur ces 2 dossiers pour que la lumière soit faite, pour que, au cas où il y a eu des malversations, des choses contraires à la loi, ils puissent être sanctionnés. Voilà, les rapports sont sortis, ils sont devant la justice qui désormais va faire son travail. Vous pensez que la justice est en mesure de travailler sans inquiétude avec ces différents documents? Mais je pense que depuis au moins 1 an, à savoir depuis que le président de la République est en fonction, la justice n'a jamais subi d'entrave. Et vous pouvez aller voir les juges, leur demander. Jamais. Pas d'entrave, pas de zèle. La justice a vocation à être indépendante. Par conséquent, elle travaille, elle fait son travail, avec les moyens qui sont les siens et que nous faisons en sorte de renforcer, avec un ministre qui se bat beaucoup pour renforcer les moyens des tribunaux, des juges, des personnels du secteur de la justice. La justice fait son travail en toute indépendance. Alors, qu'est-ce que le gouvernement malien va dire au FMI à partir du 1er décembre par rapport à ces affaires? Je pense que tout a été dit. Vous savez que le FMI est venu dans notre pays au mois de septembre. Vous savez aussi que le président de la République s'est rendu à Washington au mois d'août et qu'à l'occasion du sommet US-Afrique, il a rencontré les dirigeants du FMI, comme ceux de la Banque mondiale. Donc il y a eu des échanges. Je peux vous dire que ces 2 institutions n'ont pas remis en cause les acquisitions qui ont été faites. Chacun convient qu'il était nécessaire que la République du Mali se dote d'un avion de commandement. Chacun convient que notre armée n'était pas à niveau parce qu'elle avait un déficit d'équipement. Ce qu'ils ont reproché au Mali, c'est la manière dont ça s'est fait. Et ils ont dit, mais vous avez fait ça de manière extra-budgétaire. Ils ont dit, vous avez une interprétation excessive de l'article 8 du Code des marchés publics. Eh bien, tout ça a été rectifié. Donc, ce qui s'était dit, c'était ça. Il y a eu des choses, vous les rectifiez. Donc, nous avons eu 2 collectifs budgétaires qui ont permis d'intégrer ces acquisitions dans le budget 2014. Nous avons eu un projet de loi qui a modifié l'article 8. Maintenant, le FMI, au sortir de la mission de septembre, a dit clairement que la coopération allait être reprise à l'issue de son conseil d'administration de décembre.
Donc nous ne pensons pas qu'une institution qui a ce crédit-là puisse se dédire. On peut espérer. C'est pas qu'on peut espérer, c'est qu'ils ont dit qu'ils le feraient. Non, vu par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain, pour ici, les tiraillements entre les ministres, chacun essaie de se dédouaner face à ces achats, à ces irrégularités. Moi je vois pas de ministres qui cherchent à se dédouaner, je vois des ministres qui disent les faits. Et je vois pas de tiraillement, je vois une équipe soudée, qui est mobilisée pour le Mali. Et vous savez, moi ça me plaît pas quand je voyage, que mon pays est traîné dans la boue, que le Mali est sali, parce qu'on parle de ces affaires-là. Et je trouve dommage que certains, qui sont des Maliens eux-mêmes, aient ce dessein de faire en sorte que le nom du pays soit sali, de faire en sorte que les autorités du moment soient éclaboussées, alors même que les autorités du moment ont besoin du soutien de l'ensemble des populations dans un contexte difficile. J'évoquais tout à l'heure le processus d'Alger, j'évoquais aussi la lutte contre Ebola. Je trouve qu'il faudrait que les uns et les autres soient responsables, que dans des contextes comme ceux-là, ils se montrent davantage patriotes. Il y a eu des problèmes. L'État s'est engagé à régler ces problèmes. Il a commencé à le faire. La justice prendra le relais. Laissez-la travailler. Sans ingérence. Vous avez parlé d'Ebola, on revient sur Ebola. On voit que les artistes quand même ont commencé à faire Ebola de leurs affaires en faisant des chansons. Au niveau du gouvernement, est-ce que des initiatives de ce genre seront soutenues? Mais bien sûr, vous savez que nous avons soutenu cette initiative. J'ai parlé tout à l'heure de mobilisation sociale générale. Et lorsqu'il y a des leaders d'opinion comme nos artistes, qu'ils soient maliens ou pas maliens, mais qui ont une influence sur les populations que nos compatriotes, nos jeunes en particulier, écoutent, eh bien il faut qu'ils s'engagent. Je parlais tout à l'heure des chefs traditionnels, des chefs religieux. Eux aussi ont une influence. Ils s'engagent. Il faut que chacun à son niveau puisse utiliser tous les moyens qui sont les siens pour toucher les populations, les aider à mieux comprendre ce qu'est cette maladie, leur expliquer comment l'éviter et comment la combattre si elle devait survenir. Donc le gouvernement accompagne tout cela. Le gouvernement a notamment avec l'appui de l'UNICEF, a réalisé des spots. Vous avez d'autres personnalités, des artistes, des rappeurs comme Ilmo, que je salue, qui plaît beaucoup aux jeunes, des grandes chanteuses comme la Larbi, qui est très connue au Mali, voire même au-delà, et qui véhicule aussi des messages en français ainsi que dans les langues nationales. Il y a tout ça, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites sur les médias publics. Nous utilisons le RTM, les radios, pour qu'elles véhiculent ces messages-là. Et votre radio a accepté de se prêter au jeu, et je suis heureux que vous puissiez m'avoir invité aujourd'hui pour évoquer la question. Je suis heureux que vous passiez cette chanson-là. Eh bien, il faut continuer. Il faut que dans tous vos programmes, vous puissiez expliquer à nos compatriotes ce qu'est Ebola, que dans tous vos programmes, vous puissiez leur dire comment l'éviter et comment contenir la maladie. Ebola n'est pas un rêve, ça n'est pas une invention, c'est une réalité. C'est une réalité, mais ça n'est pas une fatalité. Ça n'est pas une fatalité parce qu'elle peut être vaincue. Elle peut être vaincue grâce à des comportements d'hygiène, elle peut être vaincue grâce à une mobilisation générale. C'est ce à quoi nous appelons aujourd'hui. Alors, il y a des gens de Diafarabé qui disent que le président de la République est allé en Guinée, il est parti en Sierra Leone et au Libéria. Alors que Diafarabé n'est pas une zone de contamination, pourquoi il n'est pas allé à Diafarabé pour le Yaral d'Egal? Alors si nos compatriotes de Diafarabé disent ça, c'est parce qu'encore une fois, il y a des rumeurs qui sont véhiculées. Certains ont prétendu que le président ne voulait pas y aller pour cause d'Ebola. Pas du tout. Le président n'y a pas été à cause d'un agenda surchargé. Vous le savez, il a présidé hier une réunion consacrée à Ebola. Il prépare un déplacement sur le terrain dans les prochains jours. Il reçoit des personnalités qui viennent de l'étranger. Nous préparons tous ensemble la suite des pourparlers d'Alger. Bref, nous avons un chef d'État qui travaille beaucoup. Il lui était donc difficile d'effectuer ce déplacement-là maintenant. Mais il est évident que dans les semaines, les mois à venir, il aura l'occasion de se rendre sur le terrain. Ça n'a rien à voir avec Ebola? Absolument pas. Alors, monsieur le ministre, on vous a vu dans l'avion. Moi-même, je me posais la question quand vous partiez avec le président de la République. Aujourd'hui, les Maliens pensent que c'est vous qui avez amené le second cas. Bon, vous voyez, c'est pourquoi, Kassim, vous devez m'aider. Vous devez m'aider à lutter contre la rumeur. Vous devez nous aider. Nous avons été en Guinée il y a quelques semaines déjà. Nous avons été parce que nous avons estimé qu'il était normal que le Mali témoigne de sa solidarité envers ces pays qui sont touchés et que tout le monde avait un petit peu abandonné. Ils étaient regardés comme des pestiférés. Ils étaient devenus infréquentables.
bien nous. Non, on ne dit pas ça. La Guinée est un pays frère du Mali, le Libéria aussi. Donc nous avons passé quelques heures dans ces pays, ce qui nous a permis aussi de regarder, d'observer les dispositifs mis en place par ces pays-là pour lutter contre Ebola. Et c'est fort de cette expérience-là qu'aujourd'hui nous faisons face à une recrudescence de la maladie chez nous. Par conséquent, ces voyages-là étaient utiles. Je peux vous dire qu'on a pris toutes les mesures nécessaires. Nous sommes bien lavé les mains au savon. On nous a dit même au Libéria avant de sortir de l'avion, ne serrez pas les mains. Je n'ai donc serré aucune main libérienne, je vous rassure. Et le président? Et le président non plus. Toute la délégation? Toute la délégation. Et nous sommes les uns et les autres testés à température régulièrement, etc. Il n'y a de ce côté-là aucun risque, rassurez-vous. Vous le savez, le cas d'Ebola que nous avons connu à Bamako vient de la Guinée. Parce que une personne... Vous avez été en Guinée? Oui, absolument. On n'a pas transporté le monsieur, le Guinéen? Absolument pas. Il n'est pas venu dans l'avion du président? Absolument pas. Alors, monsieur le ministre... Kassim, aidez-moi à lutter contre ces rumeurs-là, parce qu'elles sont graves et cela peut aller très loin. Il faut surtout éviter que les gens rentrent dans la psychose, dans la panique. C'est pas ça qui va nous aider. Au contraire, nous avons besoin de citoyens qui sont droits dans leurs bottes, responsables, conscients que ça existe, mais aussi conscients de la manière dont on l'évite. Ce sont ces messages-là qu'il faut véhiculer, c'est très important. Vous avez un mot de la fin pour conclure cette émission? Encore une fois, j'aimerais vous remercier, parce que j'ai plus de chance que mes collègues. C'est la deuxième fois que vous m'invitez. J'aurais plaisir à revenir une troisième fois. Je remercie l'ensemble de l'équipe ici présent qui a permis cette émission. Le mot de la fin, c'est toujours Ebola. Ça devient une rengaine. Je suis désolé d'insister, mais il faut véritablement que... Il le faut en cette période-là. Absolument, il faut que les médias s'engagent. Nous avons besoin de vous. Vous êtes nos relais auprès de l'opinion publique. Il est important que vous puissiez véhiculer ces messages-là de sensibilisation, d'appel à la mobilisation, que chacun convienne que cette maladie est là au Mali, qu'elle est dangereuse, mais qu'elle peut être combattue. Elle peut être combattue grâce à des comportements d'hygiène responsables, se laver les mains, éviter aussi de toucher des gens qui sont suspects, éviter d'aller dans des endroits, des regroupements quand ça n'est pas nécessaire, et surtout signaler tout cas. Vous savez, nous avons mis en place des numéros verts qui ont reçu beaucoup d'appels. C'est pourquoi il était parfois difficile de les contacter. Nous avons augmenté les capacités. Je rappelle ces numéros verts. 8089 89, 8088 88 pour Malitel. Pour Orange, 8077 77. Je rappelle 8089 89, 8088 88, 8077 77. Ce sont les numéros verts que vous pouvez appeler pour signaler tout cas suspect ou si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur la maladie Ebola. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation, malgré votre agenda aussi très chargé, parce que vous êtes au cœur de l'information par rapport à cette situation que nous vivons aujourd'hui. La radio Clédou quand même vous remercie parce que ça fait la deuxième fois et aujourd'hui vous êtes même venu avant moi ici à Clédou. C'est à cause du foot. À cause de la défaite des Aigles. On espère que le prochain match sera victorieux. Bon, c'est le mercredi prochain. Absolument. Il faut qu'on cherche la qualification autrement maintenant. Absolument. Merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous ont suivis de Caille à Koulikoro en passant par Ségou, Sikasso, Mopti et sur le Internet. L'émission Ankabin aujourd'hui a été consacrée au pourparlers d'Alger et à la maladie à virus Ebola. Notre invité était Mahamadou Kamara, ministre de l'économie numérique, de la communication et de l'information. Ousmane Diallo était là pour la mise en onde. Kassim Traoré au microphone pour la présentation. À la semaine prochaine, Inch'Allah, avec notre invité. Bonne écoute radiophonique en compagnie de la 101.2. Banajuba babo wamina itakisi Abiribina Ega kabila dogotoro sola Wodo kidi deme Jane wanania Ebola ngingele nadia Uvenum docteur Landiombo Ebola oye konyoko la peko boma Bala la biso Obakisi pasi ya bana ya RDC kasi suka kokolonga aye wele Ebola kira kama kwe kala mofu kala mosungu kine madufe murula malo ya finte dogoli
B. Faisons la paix. Ankabin est une nouvelle émission de Radio Clédou qui parle de paix, de pardon, de justice et réconciliation. La paix au cœur du développement, la justice dans l'équité, en un mot, la réconciliation pour un bonheur commun. Ankabin, faisons la paix, une coproduction de l'Union africaine, la coopération suisse en collaboration avec Radio Clédou. Angabin est une émission hebdomadaire qui se passe tous les samedis sur Radio Clédou entre 15h et 16h. Angabin ou Faisons la paix est une nouvelle émission de Radio Clédou. Now